En 1793, la France révolutionnaire est menacée de toutes parts. La première coalition rassemble contre elle l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et l'Espagne. Au sud, la ville de Toulon, principal port militaire de la Méditerranée, s'est livrée aux Anglais. La Convention envoie ses troupes, mais le siège piétine depuis des mois. Les généraux en place se montrent incapables de reprendre la ville. C'est alors qu'un jeune officier d'artillerie corse, âgé de seulement 24 ans, arrive sur les lieux. Napoléon Bonaparte n'est encore qu'un capitaine, mais il a une vision que personne d'autre ne possède. Il étudie le terrain pendant des jours et propose un plan audacieux. Placer ses canons sur une colline stratégique, le promontoire de l'Aiguillette, qui domine le port et la rade. Ses supérieurs hésitent, le trouvent trop jeune, trop ambitieux. Mais la situation est désespérée et ils finissent par céder. En une nuit de bombardements intenses, les navires anglais sont contraints de lever l'ancre et de fuir sous le feu de l'artillerie française. Toulon est reprise. Le nom de Napoléon Bonaparte est prononcé pour la première fois dans les salons du pouvoir à Paris. La Révolution vient de trouver son général. 3 ans plus tard, Napoléon, désormais général en chef de l'armée d'Italie, arrive à Nice pour prendre le commandement de troupes affamées, mal équipées et démoralisées. Ses officiers, plus âgés et plus expérimentés, le regardent avec méfiance, mais Bonaparte leur tient un discours qui entrera dans la légende. « Soldats, vous êtes nus, mal nourris, je vais vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. » Ses premières manœuvres sont fulgurantes. En quelques semaines, il sépare les armées piémontaises et autrichiennes avec une rapidité que personne n'avait prévue. Le 10 mai 1796, à Lodi, il mène personnellement la charge sur un pont battu par les canons autrichiens. Ses soldats, stupéfaits par son courage, le surnomment le Petit Caporal. Puis c'est Arcole, où il saisit un drapeau et s'élance vers le pont sous une pluie de balles. La charge échoue, Bonaparte tombe dans les marais, son aide de camp Miron est tué à ses côtés. Mais la légende est née. Puis Rivoli, où il écrase définitivement les Autrichiens. En moins d'1 an, Bonaparte a conquis l'Italie du Nord, imposé la paix à l'Autriche au traité de Campo Formio et envoyé à Paris des convois entiers de trésors artistiques. Il n'a que 27 ans et déjà toute l'Europe prononce son nom avec crainte et admiration. Après l'Italie, Bonaparte rêve d'Orient. Il convainc le Directoire de lui confier une expédition en Égypte avec un double objectif: couper la route des Indes à l'Angleterre et découvrir les secrets d'une civilisation millénaire. Le 19 mai 1798, une flotte de plus de 300 navires quitte Toulon avec près de 38 000 soldats et 167 savants, ingénieurs et artistes. C'est l'une des expéditions les plus ambitieuses de l'époque moderne. En arrivant devant les pyramides, Bonaparte harangue ses troupes avec une phrase qui traversera les siècles. « Soldats, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. » La bataille des pyramides est une victoire écrasante contre les Mamelouks. Mais la catastrophe vient de la mer. Le 1er août 1798, l'amiral Nelson détruit la flotte française à Aboukir. L'armée est piégée en Égypte. Pendant que ses soldats meurent de la peste à Saint-Jean-d'Acre, Bonaparte organise le travail des savants. Il découvre la pierre de Rosette, cartographie le Nil, étudie les temples. L'égyptologie vient de naître. Mais Bonaparte a compris que l'aventure égyptienne est un piège. En août 1799, il quitte secrètement l'Égypte sur une frégate rapide, abandonnant son armée pour rentrer en France où le pouvoir l'attend. Bonaparte débarque en France auréolé d'une gloire savamment construite. Les journaux ont parlé de ses victoires en Égypte, jamais de ses défaites.
À Paris, le Directoire agonise sous le poids de la corruption, de l'incompétence et des défaites militaires. La France est au bord du chaos, le peuple est là. Des conspirateurs approchent Bonaparte. Sieyès, un des directeurs, cherche un sabre pour renverser le régime. Bonaparte sera ce sabre, mais il compte bien être bien plus que cela. Le 18 Brumaire à rang 8, le 9 novembre 1799, il se présente devant le Conseil des 500 réuni au château de Saint-Cloud. L'atmosphère est électrique. Quand il entre dans la salle de l'orangerie, les députés se lèvent et l'insultent. Certains le bousculent, le saisissent au col. « Hors la loi !» crie-t-il. Bonaparte, pâle et tremblant, est évacué par ses grenadiers. L'affaire semble perdue. Mais son frère Lucien, président de l'Assemblée, sauve la situation. Il sort sur le perron, tire son épée et jure de poignarder son propre frère si celui-ci attente aux libertés. Puis il ordonne aux grenadiers de disperser les députés. Les soldats entrent, baïonnettes au canon. Les députés fuient par les fenêtres. En quelques heures, la République est morte. Le consulat est proclamé. Bonaparte en est le premier consul. Il a 30 ans et il tient la France entre ses mains. Le 2 décembre 1804, la cathédrale Notre-Dame de Paris est transformée pour accueillir la cérémonie la plus grandiose depuis le couronnement des rois de France. 4 années de consulat ont suffi à Bonaparte pour transformer la France. Le code civil est promulgué, les routes sont refaites, le franc germinal stabilise l'économie, le concordat a fait la paix avec l'Église. Mais cela ne lui suffit pas. Le pape Pie VII a fait le voyage depuis Rome, traversant les Alpes en plein hiver, manquant d'y perdre la vie. Près de 20 000 invités emplissent la cathédrale, toute l'Europe regarde. La cérémonie dure près de 3 heures. Mais le moment le plus symbolique a été soigneusement orchestré. Au lieu de recevoir la couronne des mains du pape, Napoléon la saisit et se la pose lui-même. Ce geste, convenu à l'avance avec Pie VII, envoie un message clair, limpide, éclatant. Il ne doit son pouvoir ni à Dieu, ni au pape, mais à lui-même et au peuple français. Il couronne ensuite Joséphine, à genoux devant lui. Le peintre Jacques-Louis David est là, il immortalisera cette scène dans un tableau monumental qui mettra 3 ans à achever. L'Empire français est né. Napoléon Ier, empereur des Français, est désormais le maître de la nation la plus puissante d'Europe. Un an jour pour jour après son sacre, Napoléon affronte la plus grande coalition jamais formée contre lui. L'Angleterre, l'Autriche et la Russie se sont unis pour abattre l'Empire français. Les armées russes et autrichiennes, placées sous le commandement du général Koutouzov en présence du tsar Alexandre Ier, se déploient en Moravie avec 85 000 hommes. Napoléon n'en a que 73 000, mais il a un plan d'une audace inouïe. Depuis des jours, il étudie le terrain autour du plateau de Pratzen. Il feint la faiblesse sur son flanc droit, dégarnissant volontairement ses positions pour attirer l'ennemi. Les Russes tombent dans le piège. Convaincus que les Français sont en position de faiblesse, ils lancent leur attaque principale sur le flanc droit. C'est exactement ce que Napoléon attendait. Le matin du 2 décembre, un brouillard dense couvre le champ de bataille. Puis, comme dans un tableau, le soleil perce les nuages. C'est le fameux soleil d'Austerlitz. À ce signal, la grande armée charge au centre avec une puissance dévastatrice, s'emparant du plateau de Pratzen qui domine tout le champ de bataille. L'ennemi est coupé en deux. La panique s'empare des coalisés. Les Russes fuient sur les étangs gelés de Satchan et les boulets français brisent la glace sous leurs pieds. En quelques heures, la coalition est anéantie. 15 000 tués ou blessés et 12 000 prisonniers du côté allié. Austerlitz entre dans l'histoire comme le chef-d'œuvre tactique absolu de Napoléon. Il est au sommet de sa puissance.
7 ans après Austerlitz, l'Empire français s'étend de Lisbonne à Varsovie. Mais le tsar Alexandre Ier refuse d'appliquer le blocus continental contre l'Angleterre. Napoléon décide de le forcer par les armes. Le 24 juin 1812, la Grande Armée franchit le Niémen avec 680 000 hommes, la plus grande force militaire jamais rassemblée en Europe. C'est une armée de 20 nations, français, polonais, italiens, allemands, hollandais. Mais les Russes refusent la bataille décisive que Napoléon espère. Ils reculent, brûlent leurs propres villages, empoisonnent les puits. C'est la stratégie de la terre brûlée. La Grande Armée fond comme neige au soleil. La chaleur, la dysenterie, la faim déciment les rangs bien avant l'hiver. Le 7 septembre, à Borodino, les deux armées s'affrontent enfin dans la bataille la plus sanglante des guerres napoléoniennes. 70 000 tués et blessés en une seule journée. Napoléon entre dans Moscou le 14 septembre, mais la ville est déserte. Dans la nuit, des incendies éclatent partout. Moscou brûle pendant 4 jours. Les 2/3 de la ville sont détruits. Le tsar refuse de négocier. Après 5 semaines d'attente dans les ruines fumantes, Napoléon ordonne la retraite le 19 octobre. C'est trop tard. L'hiver russe s'abat sur la Grande Armée avec une férocité inimaginable. Les températures chutent à -30, les chevaux meurent par milliers. Les soldats, sans vêtements chauds, sans nourriture, tombent sur les routes gelées. La traversée de la Bérésina le 26 novembre est un cauchemar. Sur les 680 000 hommes partis, moins de 50 000 soldats en ordre de marche repasseront le Niémen. La Grande Armée a cessé d'exister. Après la catastrophe de Russie, les défaites s'accumulent. Leipzig en octobre 1813, où l'Europe entière se ligue contre lui, puis l'invasion de la France, la trahison de ses maréchaux. Le 6 avril 1814, Napoléon abdique et part pour l'île d'Elbe, au large de la Toscane. Mais l'aigle n'a pas dit son dernier mot. Le 1er mars 1815, il débarque à Golfe-Juan avec 1000 hommes et remonte vers Paris. C'est le vol de l'aigle, la plus incroyable aventure de l'histoire de France. Les régiments envoyés pour l'arrêter se rallient à lui un par un. À la fraie, face au 5e régiment de ligne qui lui barre la route, il ouvre sa redingote et lance « Soldats, s'il en est un parmi vous qui veuille tuer son empereur, me voici ». Les soldats baissent leurs armes et crient « Vive l'empereur ». Louis XVIII fuit Paris. Napoléon reprend le pouvoir sans tirer un coup de feu. Mais l'Europe ne lui laissera pas le temps. 100 jours, c'est tout ce qu'il lui reste. Le 18 juin 1815, dans la plaine boueuse de Waterloo en Belgique, Napoléon affronte Wellington et les Anglais. La bataille est indécise pendant des heures. Napoléon attend Grouchy et ses renforts. Mais ce sont les Prussiens de Blücher qui arrivent sur le flanc droit. La garde impériale est envoyée pour une dernière charge. Pour la première fois de son histoire, la garde recule. La Grande Armée se disloque. Napoléon quitte le champ de bataille dans la nuit. Tout est fini. Après Waterloo, Napoléon se rend aux Anglais, espérant leur hospitalité. Mais ils ne prendront aucun risque. Au lieu de l'exil confortable qu'il espère en Angleterre, il l'envoie au bout du monde. Sainte-Hélène. Un rocher volcanique perdu au milieu de l'Atlantique Sud, à 7000 km de la France, à 2000 km de la côte la plus proche. L'île fait 122 km². Napoléon y est installé à Longwood House, une maison humide et infestée de rats sous la surveillance permanente du gouverneur Hudson Lowe, un homme mesquin qu'il méprise profondément. Napoléon passe ses 6 dernières années à dicter ses mémoires au comte de Lascaz, qui publiera le Mémorial de Sainte-Hélène. Ce livre deviendra un best-seller en Europe et forgera la légende napoléonienne. Dans ses mémoires, Napoléon refait ses batailles, justifie ses décisions, se présente comme le champion des peuples et des idées de la Révolution.
Il se souvient de Joséphine, morte en 1814, et parle d'elle avec une tendresse qui surprend ses compagnons d'exil. Sa santé décline lentement. Un cancer de l'estomac le ronge. Le 5 mai 1821, à 17h49, sur cette île perdue au milieu de l'océan, Napoléon Bonaparte s'éteint. Il a 51 ans. Ses derniers mots auraient été « France, armée, tête d'armée, Joséphine ». En 1840, le roi Louis-Philippe enverra une expédition pour rapatrier ses cendres. Le cercueil descend les Champs-Élysées depuis l'Arc de Triomphe, sous les yeux de centaines de milliers de Parisiens en larmes, et est déposé aux Invalides, où il repose encore aujourd'hui. L'homme est mort. La légende peut commencer.